Bonjour à tous, c'est un plaisir, un grand plaisir de se retrouver pour démarrer cette édition 2025 du CEFIA Rennes. Le CEFIA, vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable de l'industrie agroalimentaire, un salon, une offre d'exposants d'une richesse inégalée dans le domaine des procédés, des équipements, des machines de conditionnement, de l'emballage, des ingrédients, des PAI et de la sécurité des aliments. Nouveau hall pour cette édition, des exposants et un espace conférence où nous nous retrouvons aujourd'hui, un écrin pour partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, pour évoquer ensemble et partager les tendances de l'innovation. Cette matinée fait écho à une nouvelle animation du salon qui s'appelle Agronova et qui chaque année va rassembler un panel de solutions inédites consacrées aux enjeux de demain. Et pour cette première édition, le thème est mieux manger pour mieux vieillir. Sur cet espace Agronova, une série, un panel de start-up de la food tech expose et viendront d'ailleurs s'exprimer pour certaines ce matin. Oui, les seniors ont faim d'innovation. Vous allez voir, on va expliquer pourquoi. Tout d'abord, des éléments démographiques. La population française se fait des cheveux blancs. Plus de 30% des Français auront plus de 60 ans en 2030. C'est 10 points de plus qu'au début des années 2000. Enjeux nutritionnels, enjeux de goût, de texture, d'emballage. Comment mieux répondre aux attentes des seniors? Au programme ce matin, la restitution de l'étude d'intelligence économique réalisée par Vitagora, des résultats que vous allez découvrir en avant-première. Suivra un décryptage des comportements de consommation des seniors par Nielsen-IQ. Un focus sur l'axe nutritionnel essentiel avec l'identification des besoins spécifiques et puis des propositions de formulation grâce à l'expertise de Nutri-Marketing. Un focus sur une étude réalisée sur la dénutrition dans les EHPAD avec l'Adria. Et puis, un panel de start-up, 10 start-up de l'espace Agronova vont prendre la parole sous la forme de pitch, autant de sources d'inspiration et de sociétés qu'il faudra suivre. Et puis, on conclura la matinée avec l'enjeu de l'emballage, design, préhension, ouverture facile, lisibilité des inscriptions des étiquettes. On fera le point avec l'expertise de la société PAC Agile. Vous l'avez compris, on va parler des seniors selon plusieurs définitions, de la définition marketing à la définition médicale. Les intervenants prendront soin de bien préciser leur champ d'intervention. Et puis, cette approche à 360 nous invite à rentrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'appeler Marthe Jouel. Vous pouvez l'applaudir. Marthe, merci de me rejoindre. Marthe Jouel, vous êtes responsable communication de Vitagora, une association professionnelle internationale qui rassemble 670 membres de la filière agroalimentaire, ainsi que des offreurs de solutions transverses. Plus de 20 ans d'existence. Effectivement, la création des pôles de compétitivité, l'origine remonte à 2004. Votre siège est à Dijon, Bourgogne. Vous rassemblez, je l'ai dit, des entreprises agroalimentaires, de la start-up, en passant par les PME, ETI et les grands groupes internationaux. On peut citer quelques noms emblématiques: Sodial, Bell, Nestlé, Purina, Suntory, Savantia, Invivo ou encore Agrial. Et puis, des entreprises, des centres de recherche capables de proposer des solutions innovantes. Alors, vous les allez, Marthe, nous dévoiler en avant-première les résultats d'une étude. Avant de parler de cette étude, c'est important de souligner que Vitagora a une légitimité particulière pour intervenir sur ce sujet des seniors. En effet, nous avons une grande histoire chez Vitagora d'accompagner les entreprises autour de questions d'innovation à destination des marchés des seniors. Dès 2012, une édition de notre événement annuel était dédiée. Nous avons accompagné une vingtaine de projets innovants sur divers angles autour de l'alimentation senior. Et puis cette année, en fait, dans un mois, le 8 avril, à nouveau, une édition de notre événement annuel va reprendre le flambeau de cette thématique. Alors voilà, particulièrement légitime pour intervenir.
tout de suite, eh bien, rentrons dans des éléments de contexte. Eh bien, allez, on aborde l'angle tout de suite de l'opportunité économique pour les industriels de l'agroalimentaire, Marthe. Voilà. Donc, ce dossier de veille, pour lequel je vais vous présenter quelques extraits au cours de cette conférence, c'est la dernière à date des actions que Vitacura conduit au profit de ses membres sur les thématiques seniors. Donc, je vais regarder en fait cette thématique avec 3 sections. Une première section, on va aborder quelques éléments de contexte. Ensuite, un regard sur des modes de segmentation et des stratégies associées. Et puis, pour terminer, des exemples de levée d'action et des innovations par des startups ou des entreprises en France et à l'international, à l'étranger, pour illustrer les opportunités de ces marchés. Voilà, donc je vais enchaîner tout de suite sur la première section avec des éléments de contexte. Même si l'objectif de ce dossier de veille n'est pas de se pencher en fait sur les chiffrages des marchés de biens vieillir, il est intéressant de quand même rappeler le poids économique que représente ce segment de la population. Ce sont en effet 49 milliards d'euros représentés par les achats alimentaires des plus de 65 ans en France, un chiffre estimé pour 2025. Ce segment représente un tiers de la consommation alimentaire des Français en termes de valeur, alors qu'il ne pèse que 22,5% de la population. Ce qui veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat disproportionné par rapport aux segments plus jeunes. Et ce n'est pas qu'en France, il y a aussi aux États-Unis, par exemple, où les seniors contribuent à plus de la moitié des dépenses de la consommation. Autre point, c'est le fait que ce segment semble être plus résilient face au choc, par exemple, de la crise de l'inflation. Et des études montrent que c'est les seniors, par exemple, qui ont relancé, qui ont contribué, à la relance de la consommation en 2024. Alors, une opportunité économique, des éléments démographiques désormais. Tout à fait. Concernant les populations vieillissantes dans le monde, on peut déjà distinguer des pays vieillissants et des pays super vieillissants. Comme vous avez entendu, la France est déjà à 22,5% de la population qui a plus de 65 ans. Et il se retrouve avec 45, au total 45 pays confrères qui ont ce statut de pays super vieillissants, dont 2 tiers à peu près sont en Europe. Donc c'est vraiment l'Europe qui représente, avec l'instantané 2025, la partie du monde avec la population la plus âgée. Pourtant, il est aussi intéressant de regarder, il y a juste une exception avec la Chine qui ont quand même, le Japon qui est en tête de la liste avec plus de 30% aujourd'hui de population qui a plus de 65 ans. Pourtant, il est intéressant de regarder les tendances de vieillissement, pas que l'instantané 2025, parce qu'on va voir une évolution relativement forte, avec notamment un nombre de pays asiatiques, même pas dans le top 50 aujourd'hui, qui vont se retrouver avec des projections en haut du classement dès 2050, comme le Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon reste toujours en tête, et la Chine aussi va forcément progresser. Cette situation, qui peut être inquiétante, suscite un grand intérêt de différents acteurs, que ce soit au niveau politique, avec des initiatives qui se multiplient au niveau de la France et puis au niveau européen, des grands groupes qui s'affichent ouvertement un positionnement stratégique sur les marchés alimentaires des seniors. Et aussi, dans le cadre de cette étude, nous avons regardé au niveau de la recherche des publications, par exemple, qui utilisaient le mot-clé « food » et « senior ». Et ce qu'on voit, c'est ce qu'entre la période 1990
et 2010, on était à peu près à 500 publications avec ces mots-clés. Par contre, sur la période de 2011 à 2024, ça a explosé et nous avons dépassé les 2800 articles avec ces deux mots-clés. Donc, il y a une véritable explosion, je pense, dans les mobilisations de la recherche autour de cette thématique. Et puis, n'oublions pas les consommateurs. Un regard rapide, par exemple, sur les réseaux sociaux dévoile une véritable boule de neige de contenu qui regarde le carrefour, qui sont positionnés au carrefour de ces thématiques du vieillissement et de l'alimentation. Donc, comme vous pouvez imaginer, l'alimentation au service de la prévention, c'est un axe très fort pour développer des innovations autour à destination des populations seniors. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce qu'il y aura une conférence dédiée à cette question de besoins nutritionnels et problématiques santé des seniors tout à l'heure. Par contre, j'ai juste préparé cette slide pour montrer qu'il y a quand même un nombre d'angles à explorer qui sont dans le tableau les pathologies, par exemple, liées à l'âge avec des axes de prévention par l'alimentation. Donc voilà, je vais conclure là avec des éléments de contexte et maintenant on peut passer sur un segment où on va regarder, sur une section, on va regarder des segments et des stratégies pour mieux comprendre en fait les cibles des seniors. Une première note, c'est déjà un niveau de segmentation relativement grossier que j'ai déjà plus ou moins évoqué avec les plus de 50 ans et les plus de 65 ans. Sachant que plus de 50 ans, c'est la définition démographique le plus utilisée de seniors, alors que plus de 50 ans, c'est probablement la définition plus marketing, sachant que ça permet d'inclure des consommateurs qui commencent à remarquer, à subir les premiers changements rencontrés par ces populations au cours du vieillissement, donc, et ainsi de cibler un nombre important d'axes d'innovation et d'opportunités pour les marchés alimentaires. Quelque chose que j'aimerais juste évoquer rapidement, c'est ce que plusieurs études ont dévoilé ce dernier temps, et c'est ce qu'on peut appeler un changement de paradigme avec les personnes âgées, sachant que les segments les plus âgés des personnes âgées, l'attitude envers le vieillissement, c'était plutôt une attente de vivre le plus longtemps possible, alors que maintenant on commence à virer avec les baby boomers et la génération X aussi qui arrive à l'âge de retraite ou de l'âge senior au moins. C'est une attente non seulement de vivre plus longtemps, mais de bien vivre, de vivre en bonne santé avec un focus sur la qualité de vie et le maintien des activités au cours de son vieillissement. Donc, dans notre dossier de veille, on se penche sur 5 modes de segmentation des seniors. Par contre, pour les contraintes de cette conférence, je vais juste me pencher sur 2. Et je les ai choisis parce que ça permet d'apporter des éléments de clés de lecture, de compréhension des seniors à domicile. Je vais insister, c'est sur des segmentations de consommateurs seniors à domicile, et aussi des éléments de quantification, car il y a aussi une évocation du pourcentage que représentent ces différents segments. Donc le premier, c'est une segmentation des seniors à domicile avec 3 segments qui sont les autonomes, les fragiles et les dépendants, qui décrit l'état de santé physique ou cognitif de ces personnes. Et pour commencer, nous avons les autonomes qui sont le groupe le plus important avec 15 millions, une estimation de 15 millions des plus de 60 ans en France. Ce groupe regroupe des personnes âgées en bonne santé, actives, capables de gérer leur quotidien sans aide extérieure. Les autonomes recherchent des produits qui soutiennent leur mode de vie
actifs et leur santé générale. Ils peuvent être intéressés par des aliments frais, bio, fonctionnels qui contribuent au bien-être, mais aussi une ouverture vers l'innovation, incluant des super aliments ou même des produits végétariens ou véganes. En termes de stratégie marketing, on peut mettre en avant des arguments sur la qualité nutritionnelle, des produits éco-responsables ou des labels de qualité. Et des campagnes peuvent inclure des recommandations de recettes et des conseils de bien-être pour rester actif et en bonne santé. Deuxième segment, c'est les fragiles, donc un peu moins avec 4,5 millions des plus de 60 ans en France. Et ce groupe inclut des personnes qui commencent à rencontrer des difficultés, qu'ils soient physico-cognitifs, ce qui limite partiellement leur autonomie. C'est un groupe qui recherche des aliments qui sont à la fois sains et faciles à consommer, simples à préparer, enrichis pour compléter d'éventuelles carences nutritionnelles et peut-être un début d'intérêt pour les textures adaptées sous forme de purée ou aliments plus tendres. Donc les stratégies marketing, on peut mettre l'accent sur la praticité des emballages faciles à offrir, des portions individuelles et les bienfaits pour la santé des produits enrichis ou la simplicité de préparation. Et puis, pour terminer avec ce mode de segmentation, les dépendants, donc un groupe qui représente à peu près 1,5 million des plus de 60 ans en France. Et c'est un groupe qui rassemble des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre de manière autonome, tout en restant à domicile, et qui nécessitent un accompagnement quotidien, qui peuvent avoir des problèmes de santé chroniques, une mobilité très réduite ou des troubles cognitifs importants. Donc, c'est un groupe qui a besoin d'une alimentation qui prend en compte leurs limitations physiques et aussi un certain nombre de spécificités de leur régime pour avoir des aliments adaptés avec texture modifiée aux produits enrichis ou hypercaloriques pour faire face à la prévention de la dénutrition, par exemple. Donc, pour ces stratégies marketing, on est plutôt sur une idée de proposer des gammes spécifiques pour les personnes âgées dépendantes, qui met l'accent plutôt sur la facilité de consommation et la sécurité alimentaire. Et un conseil pourrait être de collaborer avec des établissements de soins pour promouvoir ces produits et s'assurer qu'ils répondent bien aux normes nutritionnelles et aux exigences médicales. Voilà, et je passe maintenant au deuxième mode de segmentation qui concerne les 50 ans, les plus de 50 ans, et leur attitude vis-à-vis de la prévention, sachant que ces questions de la prévention est très importante dans le ciblage d'opportunités sur ce segment. Et là, c'est une segmentation qui a été développée par l'agence de conseil senior stratégique qui a identifié 4 profils qui déclinent l'attitude du plus d'ouverture au moins d'ouverture vers les questions de prévention. Marthe, on va juste redonner bien les pourcentages, parce qu'on a un petit problème sur l'écran, vous avez dû le remarquer, on est en train de le régler, tout le monde ne voit pas les... C'est reprécisé. Ça sera reprécisé. Sur chaque slide suivant. Entendu. Oui, sauf que ça ne se voit pas. Bon, je vais le dire, ne vous inquiétez pas. Donc, sur cette cible, les initiés, on est sur une estimation de 18,5% des plus de 50 ans en France. Et ce segment est celui qui est le plus adepte des actions de prévention, avec une psychologie qui les oriente naturellement vers une alimentation qui est jugée équilibrée. Ils sont sensibles à la prévention et au bien vieillir. C'est un segment qui possède en général une grande connaissance des impacts de l'alimentation sur la santé, ce qui veut dire qu'ils sont sensibles à des messages sur les bénéfices de l'alimentation proposée en termes de santé et de bien vieillir, avec des éléments étayés et validés par des études ou validés par des professionnels reconnus. Le deuxième segment, on est à 33,2% des plus de 60 ans en France, donc c'est un segment relativement large, et on l'appelle les procrastinateurs.
les procrastinateurs, parce que ce sont des personnes qui connaissent en partie les conséquences d'une alimentation non équilibrée sur leur vieillissement. Par contre, ils ont un rapport au temps spécifique qui fait en sorte qu'ils ont tendance à remettre au lendemain les actions pourtant nécessaires, avec des croyances comme « j'ai encore le temps pour corriger mon alimentation » ou à l'inverse « je suis trop âgé pour un changement et ça n'aura pas de vrais bénéfices, c'est trop tard ». Donc, les membres de cette population commencent pourtant progressivement à faire attention, à prendre conscience, surtout à la suite des premiers incidents sur leur santé. Donc, ce qui veut dire, pour convaincre ce segment, il est important d'apporter des arguments autour du plaisir, tout en ajoutant une notion d'urgence pour encourager un changement de comportement qui pourrait les pousser à agir. Les non-conscients. Les non-conscients, qui représentent, pareil, à peu près un tiers, avec 28,2% de la population des plus de 50 ans, excuse-moi. Plus de 50 ans. Ce segment, c'est sur On est sur les plus de 50. Exactement. Donc, les membres de ce segment sont moins éduqués que les deux segments précédents en ce qui concerne l'alimentation. Ils disposent de relativement peu d'informations qui concernent l'impact de l'alimentation. Et ce sont des personnes qui privilégient avant tout les aliments qu'ils ont toujours consommés, donc une grande préférence pour la familiarité. Ce qui veut dire, en termes de marketing, on peut mettre en avant des explications sur les bienfaits de l'alimentation, sur des produits qu'elles consomment déjà ou qu'elles souhaitent continuer à consommer. Et puis, le dernier segment, ce sont les réfractaires, qui représentent environ 20% de la population des plus de 50 ans, qui sont majoritairement des hommes, je suis désolée, et qui ont une psychologie qui freine les changements en matière d'alimentation. Par exemple, un changement de comportement alimentaire peut être perçu comme une faiblesse et un aveu de faiblesse et donc généralement refusé. Donc, c'est pas un profil facile à faire évoluer. Donc, en termes de stratégie marketing, on est relativement limité. Par contre, on peut mettre en avant l'aspect intergénérationnel et nourrissant de certains aliments afin de rattacher à ces éléments, par exemple, la valeur de la force, qui est quand même d'une grande importance pour ce segment. Et avec ce segment, on arrive à la fin de la présentation des deux segments, mais ça met un peu en évidence des raisons potentielles d'échec de positionnement explicitement senior du marketing de certains produits. Car rattaché à la notion de senior, il y a certaines valeurs qui ne sont pas forcément valorisantes pour les consommateurs. Par exemple, qui évoquent des notions de perte de santé, perte de force, perte de statut social, et qui peuvent, comme ça, en fait, freiner la consommation, le choix de ces produits. Donc, quelque chose qui pourrait être fait pour contourner ce problème, c'est, par exemple, de coupler un positionnement santé avec d'autres valeurs qui évoquent un positionnement qui évoque d'autres valeurs comme la prévention, la santé, l'éthique, plus valorisantes pour l'individu. Par exemple, une association senior végétarien, senior sportif, quelque chose comme ça. Voilà, il va y avoir effectivement une stratégie de communication positive. On y reviendra avec les intervenants suivants. Vous avez présenté les différentes segmentations, en tout cas des extraits. Au regard de ce que vous avez mis en avant, quels sont les leviers d'innovation susceptibles d'être actionnés ? Alors, j'ai pris 3 groupes de leviers d'action pour lesquels je vais vous présenter les détails. Un premier levier d'action, bien entendu, c'est la prévention. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de prévention parce qu'on est un peu court en temps. Par contre, je vais vous présenter quelques exemples
de réalisation de start-up, en commençant par deux, Carambuche et La Picorée, deux start-up françaises, qui développent des bouchées à destination de seniors. Plutôt, je dirais, si on regarde la première zone de segmentation, c'est les personnes âgées à domicile dépendant. Qui ont la spécificité de favoriser, par exemple, un mode d'alimentation par le finger food, qui font attention au goût, à la texture modifiée, tout en apportant une richesse en termes d'apport protéique ou de micronutriments, ou, comme c'est le cas pour Carambuche, de probiotiques, avec un regard quand même sur le côté gourmand, en fait, de ces produits. Ensuite, j'ai une petite innovation venant du Japon. C'est un appareil de cuisine qui est vendu comme étant dédié à la tâche de ramollir les aliments sans altérer leur apparence pour le rendre plus facile pour les personnes âgées à manger. Donc, c'est une alternative, par exemple, au repas liquide ou mixé qu'on peut souvent proposer aux seniors. Et puis ici, c'est un exemple de produit qui est dédié à combattre le déclin cognitif, donc avec un actif nutritionnel développé par l'entreprise Active Inside sur un projet qui a fait l'objet d'un programme de recherche accompagné par Vitagora, et donc qui agit positivement sur le mémoire, les troubles de mémoire des seniors. Deuxième levier d'action, Marthe, répond tout simplement aux demandes spécifiques des seniors. Oui, donc en effet, si on parcourt les différentes études et aussi en échangeant avec des professionnels du marketing pour les seniors, il y a un certain nombre de demandes des seniors qui émergent, qui méritent d'être parfois creusées en fonction de la spécificité de la cible qu'on vise. Par contre, la notion de plaisir, c'est très important. Il y a pas mal d'études déjà qui regardent le plaisir, par exemple, chez les personnes âgées, en établissement. Par contre, c'est une question qui mérite d'être plus creusée pour les plus 50 ans et la cible à 65 ans à domicile. Comme nous avons vu sur l'un des segments où la notion de plaisir peut être un argument marketing. Alors Marthe, on a Extinction des feux derrière l'écran qui visiblement souffre de sénescence programmée. Désolé pour la corrélation avec le thème de la matinée. On continue et puis on se mettra en relation pour ceux qui auront la volonté d'obtenir les diaporamas. On continue la présentation pour tenir le déroulé de la matinée. Oui, tout à fait. Ensuite, il y avait deux autres demandes qui ont émergé, qui tournent autour de, par exemple, la volonté d'apprendre à manger sainement et une demande d'accéder à des idées de menus. Donc, c'est une expression de la reconnaissance du manque d'informations dont disposent les seniors. Donc, voilà, c'est quelque chose qui pourrait aussi être travaillé sur le plan marketing. Et puis, une autre idée qui est exprimée, c'est la baisse de la consommation de viande. Bien entendu, ça peut varier assez fortement selon le segment spécifique qu'on regarde, âge, niveau socio-économique et géographique. Par contre, avec ces nouvelles générations qui arrivent à l'âge senior, il y a quand même une fenêtre de tir qui s'ouvre pour faire en sorte que ces couples peuvent devenir des adeptes des protéines alternatives, par exemple. Alors, des exemples. Voilà, donc j'ai deux exemples à vous présenter. Pour commencer, le premier, c'est le pain G-Nutrition. C'est un pain qui a été développé aussi dans le cadre d'un projet accompagné par Vitagora. Un pain brioché hyper protéiné, formulé pour être facile à mastiquer, mais aussi plus intéressant de pouvoir s'intégrer tout naturellement dans un repas traditionnel. Donc, c'est un complément alimentaire remboursé par la sécurité sociale, tout en ayant une forme en fait qui est
entièrement familière pour les personnes âgées, ce qui fait en sorte qu'on peut maintenir le contexte du repas, le plaisir. Et puis, petit témoignage personnel, effectivement, je me permets, pour avoir effectivement expérimenté à travers ma propre famille ce complément alimentaire, il fonctionne très bien parce que c'est un produit familier, c'est du pain, en fait, il vient s'insérer dans la consommation courante sans être trop, comment dirais-je, différenciant. Voilà. Oui, et on y reviendra parce que c'est une des stratégies possibles, c'est au fond de s'appuyer sur des produits traditionnels, mais évidemment de les faire évoluer en termes de formulation. Exactement, oui. Et puis le deuxième exemple que nous avons sur ce slide, c'est sur le même angle. C'est une quiche développée par Cisco France qui promet un goût et une forme authentique et reconnaissable tout en étant enrichie en protéines et en micronutriments. Alors, je vais peut-être passer ce slide ou juste dire très vite sur ces deux exemples-là. On voit apparaître en fait des notions d'environnement associées au plaisir et à la santé pour des produits dédiés aux seniors. Ecofrisa, c'est une petite start-up lituanienne. Oui, c'est bien lituanienne en français. C'est bien, ouais. Oui. Je confonds toujours Lettonie et Lituanie. Voilà. C'est parfait. Qui a en fait travaillé sur un projet de co-construction avec les seniors pour développer un produit de snacking. Et là, nous avons l'exemple. Et puis BioAlva, c'est une petite société, une start-up en fait, basée à Besançon, membre de Vitagora, qui développe des produits d'origine végétale aux saveurs de la mer et qui a une stratégie explicite de pénétrer les marchés de la restauration collective pour végétaliser l'alimentation des seniors. Dernier levier d'action, précision, personnalisation. Oui, et je voulais changer une slide pour rajouter le mot servicialisation, mais j'ai pas pu parce que ma présentation est ici en lecture seule, mais je vais quand même le dire. Servicialisation, c'est aussi un angle intéressant qui va souvent de pair avec des notions de précision et de personnalisation. Et là, on commence aussi à voir apparaître des questions de technologie. Et pour casser un peu les idées reçues, il y a quand même des opportunités pour travailler des technologies numériques, etc., à destination des seniors. Là, j'ai deux exemples, une américaine, une britannique. Le premier, c'est une start-up américaine, donc Savor Health, qui a développé un algorithme propriétaire pour créer des plans de repas et des recettes et qui couple cela à une offre de livraison de repas frais et nutritifs. Et Nourish, c'est une start-up basée aux États-Unis donc, qui propose barres nutritionnelles au gélifié, personnalisées, imprimées en 3D, à la demande à partir de formules personnalisées et aussi livrées à domicile. Ensuite, deux exemples de technologie. On sort un peu du cadre senior à domicile, mais c'est quand même un sujet très intéressant. C'est Food and Tech, qui est développé par Atoll Développement et Conseil en collaboration avec le CHU de Dijon, qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les restes des repas dans les établissements pour évaluer les apports nutritionnels des patients hospitalisés. Donc, ça permet d'avoir un suivi plus personnalisé, plus sûr, en fait, de l'apport alimentaire des patients et ainsi prévenir des risques liés à une alimentation insuffisante. Et puis le dernier, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer des plans de repas personnalisés aux personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. Et puis, comme les autres, est associé à une offre de livraison d'ingrédients frais livrés directement aux patients. Il est temps de conclure. Marthe, allez, le mot de la fin. Au fond, vous avez décrit les opportunités, les besoins, les leviers d'innovation. L'industrie agroalimentaire a une carte à jouer, ça c'est le côté opportuniste, mais aussi un rôle à jouer, parce que vous l'avez bien souligné, il s'agit aussi d'accompagner une population qui vieillit dans sa qualité de vie, dans l'amélioration de son bien-être.
Exactement, c'est très, très bien conclu d'associer ces deux éléments. Et comme je l'ai écrit en fait sur le slide, c'est à la fois une opportunité à saisir et une demande de se mobiliser pour relever ensemble les défis pour apporter des réponses aux attentes, aux demandes de vieillissement chez les populations vieillissantes de notre pays, la France, mais aussi partout dans le monde. Merci Marthe, on peut l'applaudir pour cette présentation. Je vous invite à rester sur scène à mes côtés. On fera une séance de questions-réponses après la seconde intervention. Et j'ai le plaisir d'appeler David Lecomte, directeur Insight Consommateur de Nielsen IQ. Marthe, vous pouvez lui passer le micro et vous allez vous mettre à ma gauche. L'écran est revenu. David, c'est une bonne nouvelle. La présentation de Marthe, voilà, on s'est adapté. Faut reconnaître qu'avec les graphes que vous allez présenter, c'est quand même mieux d'avoir un écran complet. Effectivement. David, Nielsen IQ, voilà, on connaît effectivement Nielsen IQ pour récolter les informations en sortie de caisse des distributeurs, d'analyser ainsi les données de vente. Ça, c'est un volet qui est corrélé, eh bien, à une expertise avec des panels, un panel consommateur notamment qui permet d'illustrer et comprendre, eh bien, les facteurs en jeu. Une précieuse expertise d'ailleurs que vous appliquez à l'enjeu des seniors. Ça a été un des thèmes importants pour vous l'année dernière et encore d'actualité. Vous allez nous présenter la réalité des comportements en rayon, à quoi il faut être attentif et ce que représentent les seniors pour les magasins et les marques. Tout d'abord, David, allez, on revient sur le point démographique. Que représentent les seniors dans la population française ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, ravi d'être ici. Effectivement, alors, dans cette présentation, je vais surtout vous parler des seniors sous l'angle du consommateur. On a beaucoup parlé des seniors dans leurs attentes juste avant. Cette fois-ci, on va plutôt parler des consommateurs. Mais effectivement, Pierre, c'est toujours important de se remémorer un peu le poids des seniors au sein de la population française. On avait des données démographiques juste avant sur les seniors dans le monde. Ici, vous avez l'état des lieux en France. Et il y a un élément qui est assez intéressant à remarquer, c'est que depuis les années 2010, le poids des plus de 60 ans au sein de la population est devenu plus important que le poids des moins de 20 ans. Et ça, c'est un vrai retournement de situation, puisque c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que c'est le cas au sein de la population française, avec notamment, comme vous pouvez le noter aussi, 10% de la population désormais qui a plus de 75 ans. Donc une seniorisation effectivement très rapide de la population française. Alors, comme je vous le disais, ce qui est intéressant ici, et c'est l'angle en tout cas choisi par Nielsen IQ, c'est de penser le senior, donc ici les personnes de 65 ans en plus, en tant que consommateur. Et c'est particulièrement intéressant de regarder ces chiffres à l'échelle des grandes surfaces, puisque aujourd'hui, tout simplement, les plus de 65 ans, c'est le premier contingent d'acheteurs au sein des grandes surfaces. 29% des acheteurs qui vont faire leurs courses en grande surface ont 65 ans ou plus. Donc évidemment, cela se reflète dans les achats qu'ils font, qui est aussi dans les mêmes proportions. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi, particulièrement pour les distributeurs de noter, c'est que une visite sur 3 aujourd'hui en magasin est réalisée par une personne de plus de 65 ans. Donc c'est dire effectivement la dimension absolument stratégique et absolument importante des seniors, notamment pour les distributeurs, afin de faire vivre leur magasin et de générer du trafic au quotidien. Alors, évidemment, on se parle des grandes surfaces. Pourquoi on se parle autant des grandes surfaces pour les seniors ? C'est tout simplement parce que c'est au moment de faire leurs achats alimentaires, de très loin leur circuit de prédilection. Gardez en tête par exemple que tout format de grande surface confondu, donc c'est-à-dire hypermarché, supermarché, magasin de proximité, etc., il y a 87% des achats UC des seniors qui sont réalisés dans les grandes surfaces. Donc déjà en absolu, c'est énorme. Et c'est d'autant plus important quand on met ça en regard par rapport au poids que représente la grande surface dans les achats alimentaires de la moyenne France. En fait, c'est 5% de plus chez les seniors que la moyenne France, qui montre une certaine dépendance des seniors à ce circuit de la grande distribution de manière générale. On notera aussi le surindice, donc la surreprésentation des seniors dans un autre circuit alimentaire, qui est celui de ce qu'on appelle des
le commerce traditionnel, donc c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être boulangerie, boucherie, charcuterie, fromager indépendant. Alors certes, c'est que 3% de leurs achats alimentaires, mais par contre, effectivement, c'est 63% de plus que le poids du commerce alimentaire dans les achats alimentaires de la moyenne de la population, donc c'est quand même à noter. Ce sont des consommateurs qui, au fond, vont plus souvent faire leurs courses, c'est ce qu'on doit comprendre? Alors, effectivement, ils vont plus souvent faire leurs courses. Et comme on le voyait tout à l'heure, hein, il y a une visite sur 3 en magasin qui est réalisée par des personnes de plus de 65 ans. Alors, on a essayé de mettre ça, on va dire, dans le quotidien de cette population senior. Et si on traduit véritablement ça en nombre de jours, ça fait une visite en magasin tous les 2 jours et demi. Donc effectivement, c'est quand même très élevé. C'est de très loin la fréquence d'achat la plus élevée au regard des autres tranches d'âge dans la population et en fonction de la forme du foyer, en fonction notamment de s'il y a des enfants ou pas. Donc effectivement, une fréquence d'achat qui est très importante, mais dans le même temps, un panier par occasion qui est particulièrement faible. C'est-à-dire que les seniors vont souvent se déplacer en magasin, mais à chaque fois pour réaliser de petits paniers. Alors pourquoi? Il y a plusieurs explications à ça. Il y a une première explication qui tient déjà à la taille du foyer senior, hein, on va le voir tout à l'heure, mais on a quand même 95% des foyers seniors aujourd'hui qui sont des foyers de 1 ou de 2 personnes, donc des petits foyers, donc moins de besoins aussi au quotidien dans l'acte de course. Et puis, il y a d'autres éléments. C'est une part de la population qui fréquente moins ce qu'on appelle le CHR, donc CHR, café, hôtellerie, restauration. Donc, qui mange plus souvent à domicile aussi, donc qui a besoin effectivement de venir plus souvent. Et puis après, il y a tout ce qui est lié au quotidien et au caractère physique, hein, c'est-à-dire notamment le poids des courses. Quand vous avez 75 ans, forcément, porter les courses, ça devient plus compliqué que quand vous en avez 25 dans la plupart des cas. Et on a fait l'exercice, effectivement, récemment, de calculer le poids des courses. Si vous prenez les 20 catégories alimentaires de grande surface le plus fréquemment achetées par les foyers français, on est déjà à 15 kilos de courses. Donc allez, imaginez quand même, effectivement, porter au moins 15 kilos de course à chaque fois, c'est pas si simple, même quand on a un petit chariot avec soi. Donc effectivement, tout ça peut expliquer la forte fréquence d'achat et en même temps le panier faible par occasion d'achat. Des facteurs effectivement très objectifs. On le voit aussi presque une forme de ritualisation, je ne sais pas si on peut employer le terme, tout mais à fait. S'il est avéré, est-ce qu'on peut dire que c'est des consommateurs fidèles aussi dans leur choix? Bien sûr, et c'est un point qui est particulièrement important. Alors déjà, avant même de parler de ce slide-là et des produits, effectivement, il y a un point tout à fait important à noter d'un point de vue de l'importance quasi sociale de la fréquentation en magasin. On note dans nos chiffres qu'il y a quand même une part très importante des seniors qui prend plaisir à aller faire ses courses. Faire ses courses, c'est casser le quotidien chez beaucoup de seniors et la visite en magasin est un moyen aussi finalement parfois de socialiser, de sortir effectivement de la solitude quand on est tout seul au foyer et ça explique aussi pourquoi il y a une fréquence élevée. Et puis après, si on se parle de produits, effectivement, vous avez à l'écran 3 catégories de produits qui sont non seulement plébiscités par les seniors de plus de 65 ans, mais aussi dans lequel on a un fort poids à la fois des marques nationales et des MDD. Ce qui est particulièrement intéressant ici de noter, c'est la notion de fidélité. En fait, vous voyez que plus on avance dans la pyramide des âges, et plus la fidélité aux produits augmente. Les chiffres que vous avez à l'écran, en fait, c'est la part des acheteurs qui ont acheté le produit au moins 5 fois au cours de l'année. Vous voyez effectivement que ça augmente au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc plus on vieillit, plus on est fidèle à une catégorie, voire à une marque. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est de noter que cela vaut à la fois pour les marques nationales, donc c'est-à-dire aussi bien des marques de grandes multinationales, tout comme des marques issues de PME, mais aussi pour les marques de distributeurs. Donc effectivement, on note qu'un foyer senior, c'est aussi un foyer qui est fidèle à une marque. Donc capter et réussir à recruter, comme on dit, des foyers seniors, c'est particulièrement intéressant parce que ce sont des foyers ensuite qui restent fidèles à la marque, si tant est qu'ils soient séduits par la proposition produit. Des habitudes de consommation effectivement qui sont très très stables. Ouais. Est-ce à dire pour autant que l'offre en magasin est adaptée aux attentes des seniors? Alors non.
dans notre étude, on a vu effectivement qu'il reste un champ des possibles absolument considérable pour adapter l'offre justement à une population de plus en plus vieillissante. Et ça se joue à 3 niveaux, hein. Ça se joue au niveau du packaging, ça se joue au niveau de la recette et aussi en termes de promesses, de claims effectivement qu'on peut mettre sur les packs. Si on commence par cette notion de packaging qui est particulièrement importante, effectivement l'adaptation va être particulièrement intéressante. Pour des questions avant tout là aussi de santé et de capacité physique des seniors. Adapter le packaging va devenir particulièrement important, notamment par exemple dans l'ouverture produit. Vous avez un cas concret ici, que vous connaissez peut-être, c'est l'eau en bouteille Wattwiller, qui a noté effectivement qu'une part très importante de ses achats était réalisée par des foyers de plus de 65 ans. Face à ça, effectivement, la marque a développé ce qu'elle appelle un bouchon fleur, donc c'est-à-dire un bouchon qui permet de faciliter aussi la prise en main du bouchon et du coup de faciliter l'ouverture de la bouteille. Donc il y a une question de facilité dans l'ouverture du produit. On peut aussi, par exemple, parler de la lisibilité des étiquettes, qui est un autre élément particulièrement important aussi. Et pourquoi ? Parce que c'est assez paradoxal à ce niveau-là pour les plus de 65 ans. D'un côté, et on le voyait déjà tout à l'heure, effectivement, on a une population senior qui, par nature, a plus de difficultés en termes de vue. On a par exemple aujourd'hui 37% des plus de 60 ans qui sont myopes. On en a un peu plus d'un quart qui sont presbytes. Et pourtant, c'est la part de la population qui va faire le plus attention à tout ce qui est écrit sur les étiquettes. Par exemple, la liste d'ingrédients, les informations nutritionnelles. On a 60% aujourd'hui, par exemple, des plus de 65 ans qui disent faire attention, voire très attention à la liste des ingrédients. C'est 22% de plus que la moyenne de la population. Donc on voit bien ici aussi la nécessité d'adapter la lisibilité de l'étiquette pour la rendre la plus lisible possible pour cette population senior. Un autre enjeu, celui des portions, des charges à porter. Oui, effectivement, c'est aussi un autre élément tout à fait important. On en parlait un petit peu tout à l'heure, des charges à porter. Gardons en tête un élément simple mais hyper important, c'est qu'aujourd'hui 95% des foyers de plus de 65 ans en France sont des foyers de 1 ou de 2 personnes. Donc forcément avec des besoins au quotidien en termes d'alimentation qui sont moindres que par exemple celui d'une famille. Donc ça peut effectivement aussi amener à repenser les portions pour effectivement s'adapter à des besoins qui sont moindres à la taille du foyer. Et d'ailleurs, c'est déjà ce que l'on note. On vous a mis ici 3 exemples de produits vendus en grande surface et qui sont déjà pré-portionnés et qui sont particulièrement plébiscités par les seniors, comme vous pouvez le voir, aussi bien du fromage Saint-Moré que par exemple du maïs Bonduel dans des petites boîtes de conserve qui sont effectivement beaucoup plus sollicités par les plus de 65 ans que des produits de plus grande taille à unité de besoin équivalente. On peut penser aussi au steak haché Charal, Petit Appétit qui ont effectivement le même impact. Ne manquez pas, en fin de matinée, l'intervention de l'expert packaging Christophe Morin qui va égrener des solutions très concrètes pour améliorer les conditionnements de vos produits. On a vu la question du packaging. David, quid des recettes ? Alors les recettes, effectivement, on en parlait tout à l'heure avec effectivement ces innovations sur le finger food, etc. Il y a un élément qui est particulièrement intéressant sur les recettes, c'est la question de la texture, évidemment, puisqu'il y a la problématique de la mastication. La mastication devient de plus en plus difficile quand vous prenez effectivement de l'âge, et repenser les textures pour qu'elles soient adaptées à un moindre effort de mastication et s'adapter ainsi aux seniors, c'est particulièrement important. On a pris ici le cas de la confiserie qui est vraiment assez évocateur, puisqu'en fait, si vous regardez en fonction de la texture, le poids des seniors, vous voyez que plus on se dirige vers des propositions qui sont dures finalement en termes de texture, et plus le poids des seniors dans les achats UC a tendance à augmenter, ce qui montre bien aussi finalement que par rapport à un chewing-gum qui va demander un effort de mastication plus important, eh bien tout ce qui est bonbon dur, fraîcheur plante, donc type Ricola par exemple, ce sont des propositions qui vont être davantage plébiscitées parce que demandant un moindre effort aussi de mastication de manière générale. Alors ensuite, en termes de recettes, ce qui est à noter aussi, c'est que les seniors sont plutôt une cible toujours affinitaire avec la cuisine de manière générale. Et de ce fait, on va les retrouver surreprésentés dans les achats de produits bruts
peu transformés et permettant justement de faire cette cuisine maison. On a 31% par exemple des achats des catégories dites du fait maison qui sont réalisés par les seniors. Donc c'est effectivement plus que leur poids dans la population. Ils sont surreprésentés, que ce soit du sel, du vinaigre, de l'huile, etc. Et ça effectivement, ça se note de manière générale quand on voit que 31% par exemple des seniors passent plus de 4 heures en cuisine chaque semaine. À l'échelle de la population, c'est beaucoup. 4 heures par semaine, ce qui montre en fait que c'est une population qui continue aujourd'hui à avoir ses habitudes culinaires assez développées. Alors, il y a une question d'attache à la cuisine. Désolé, alors on va essayer de continuer quand même. J'espère qu'on va pouvoir remettre l'écran rapidement. Et n'hésitez pas, David, à bien décrire les chiffres présents sur la slide. Tant que j'ai le retour. Ah bah voilà, super. Fiat Lux. On y a cru. Allez, on continue et on essaye de bien décrire ce qu'il y a sur les slides. Effectivement, alors l'autre point, au-delà du fait que la notion de cuisine est importante pour eux, c'est l'attachement toujours profond de la population des plus de 65 ans aux produits frais, on va dire traditionnels, aux produits bruts. Et ça se note à la fois en grande surface, où on voit quand même qu'on a 47% des plus de 65 ans qui nous disent que le critère le plus important dans leur choix de magasin, c'est la qualité du rayon des produits frais traditionnels, donc le rayon fruits et légumes, le rayon boucherie par exemple, le rayon traiteur. Et puis ça se voit même en dehors des grandes surfaces, puisque là encore, on voit que les seniors sont particulièrement surreprésentés en termes d'indices sur les places de marché, toujours aujourd'hui, et puis auprès des commerces traditionnels comme la boucherie ou par exemple les boulangeries. Alors évidemment, l'autre point important concernant les seniors, et là aussi on en parlait juste avant, c'est que c'est une population qui par nature va être aussi relativement attentive à son alimentation pour préserver sa santé. Les chiffres que vous avez ici à l'écran, tant qu'on peut les voir, prenez-les vite en photo. C'est du déclaratif. C'est ce que nous déclarent effectivement nos panélistes de plus de 65 ans. Donc vous voyez qu'il y a une part quand même relativement importante qui fait attention à son alimentation, tant en termes de teneur en matière grasse, teneur en sel, teneur en sucre. Donc effectivement, on sent cette préoccupation-là et ça se vérifie effectivement quand on regarde leur panier dans les achats. On les retrouve surreprésentés par exemple, alors vous voyez pas forcément c'est derrière moi, mais sur de la margarine, sur de l'ultra frais, Bifidus Digestion, type Activia par exemple. Et puis, on va les retrouver aussi surreprésentés sur des substituts de sucre, par exemple type Stevia par exemple, ce qui montre bien là aussi cette volonté de limiter finalement sa consommation de sucre de manière générale, passé effectivement les 65 ans. Donc effectivement, il y a cette préoccupation pour la santé qui est assez importante et mine de rien, on sent bien que ce qu'on appelle l'alimentation fonctionnelle, donc c'est toute cette alimentation dont le but premier est d'aider au bien-être et d'aider à la préservation de la santé, elle fait recette chez les seniors. Si on reprend ces deux exemples de l'ultra frais digestion et des margarines axées santé, ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est que sur ces deux catégories-là, la catégorie, c'est dommage, c'est dans le bandeau noir, mais c'est effectivement la population des plus de 65 ans qui va tirer le plus effectivement les gains de ces catégories-là. On voit effectivement que la dynamique sur ces catégories-là se situe particulièrement sur les plus de 65 ans. Dynamique à 3,6% sur la margarine pour les plus de 65 ans et 8,6% pour les plus de 65 ans sur les margarines axées santé, 8,6% et sur l'ultra frais 3,6. Accès digestion. Voilà. Alors, tout ça nous amène à nous poser une question qui est quand même assez paradoxale dans le contexte actuel. C'est que finalement, la population aujourd'hui qui a le plus de besoins en protéines, c'est précisément les seniors, les plus de 65 ans. Alors, c'est pas moi, c'est pas Nielsen IQ qui le dit, c'est un rapport de l'INRAE qui précise effectivement que l'apport protéique recommandé est fixé à 1 gramme par kilo et par jour pour une personne âgée et que c'est moins finalement pour le reste de la population et notamment pour les plus jeunes. Or, quand on regarde l'offre aujourd'hui disponible en termes de propositions protéinées, voire ultra protéinées en magasin aujourd'hui, on se rend compte paradoxalement qu'elle va plutôt s'adresser à un public jeune. Exactement. À un public notamment de sportifs. Je vous ai pris ici deux exemples assez évocateurs. Il y a celui de l'ultra frais, cette fois-ci protéiné,
avec la fameuse marque iPro, je pense que vous connaissez. Et puis il y a aussi un segment qui est en plein boom actuellement, c'est celle des barres de céréales protéinées. À chaque fois, effectivement, la cible ici, c'est plutôt les moins de 35 ans, et du coup, on a une sous-représentation des plus de 65 ans sur ce type de proposition. Donc, nous, notre conviction chez Nielsen IQ, c'est qu'il y a aujourd'hui un boulevard véritablement sur ce genre de propositions protéinées pour les seniors, c'est-à-dire finalement pour la population qui en a le plus besoin. Alors évidemment, d'un point de vue marketing, on ne va pas l'axer de la même manière que ça. iPro. On va éviter de parler de sarcopénie, on est d'accord. Voilà. Pour autant, il y a un enjeu là qui n'est pas relevé par les marques. Exactement, un besoin qui n'est pas adressé ou peu adressé, en tout cas en grande surface. Et il y a véritablement aujourd'hui une opportunité à saisir pour un besoin à combler qui est réel et qui est lié à la santé aussi des seniors. Alors, le message est passé. Les constats que vous adressez, David, est-ce qu'ils sont pérennes, est-ce qu'ils sont durables? Parce qu'en fait, pour l'instant, depuis ce matin, on parle des seniors comme d'une population figée, mais on a des bouleversements d'une génération à l'autre. Et quid de demain? Effectivement, beaucoup de bouleversements à venir. Alors, il y a des choses qui ne changeront pas. La plupart des choses que je vous ai présentées jusqu'à présent, elles valent à l'instant T, effectivement, mais elles vaudront aussi demain. Par contre, la consommation des seniors, inévitablement, elle va évoluer au fur et à mesure aussi que la population de seniors va se renouveler et que les habitudes de consommation auront évolué. Il y a deux choses à ce niveau-là en termes d'alimentation qui sont assez intéressantes à noter. C'est que si on compare aujourd'hui les 50-64 ans, en termes d'habitudes de consommation, avec les plus de 65 ans, on note déjà des changements drastiques dans les modes alimentaires. Ouais. Par exemple, on voit que l'alimentation des 50-64 ans est beaucoup plus déstructurée au quotidien que celle des plus de 65 ans. On a par exemple 37% des 50-64 ans qui disent grignoter souvent l'après-midi, alors c'est 32% de plus que les plus de 65 ans. Donc, là où effectivement l'alimentation des seniors des plus de 65 ans était quand même largement organisée au cours de 3 moments dans la journée, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, on va de plus en plus vers une alimentation déstructurée, et ça à court terme, dans les 5-10 prochaines années, ce sont des choses qui vont déjà se noter, et ça ouvre des perspectives effectivement aussi en termes de développement d'offres autour du snacking par exemple. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la population aujourd'hui des quinquas finalement est beaucoup plus multiculturelle et beaucoup plus globalisée que celle des plus de 65 ans. Ça se note effectivement sur toutes les catégories qu'on nomme le world food, par exemple, en grande surface. Si on prend un exemple concret, aujourd'hui on a 47% par exemple des 50-64 ans qui sont acheteurs de traiteurs asiatiques, de sushi frais par exemple en grande surface. C'est beaucoup plus que les plus de 65 ans, 22% de plus que les plus de 65 ans. Donc une population plus globalisée et aussi finalement plus métissée que les plus de 65 ans, ce qui fait que les modes alimentaires vont être aussi beaucoup plus complexe, désolé de vous l'annoncer, à déchiffrer que ce ne l'est actuellement. En tout cas, le conservatisme sur des produits traditionnels, qui est un peu l'image d'Épinal que l'on a parfois adressée, ça va évoluer. Oui, ça va inévitablement évoluer à mesure que la population française, tout simplement, a évolué au cours de ces 60-70 dernières années. Et quid des produits frais, quand on voit, vos études le montrent, que les jeunes générations se détournent massivement, on peut le regretter, des produits frais? Alors là aussi, c'est une question finalement d'adaptation de l'offre par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant en termes de packaging, en termes aussi de comment on va essayer de choper le bon moment de consommation, au bon moment dans la journée. Effectivement, les jeunes se détournent du frais, rien n'est inéluctable toutefois. Et on a des exemples aujourd'hui de catégories frais qui arrivent toujours à fonctionner chez les jeunes, soit parce que la stratégie de communication, le positionnement marketing est plutôt malin, soit parce que tout simplement le produit en lui-même correspond à une alimentation beaucoup plus déstructurée qu'auparavant. Alors, fort de ces constats, David, comment communiquer, comment s'adresser vis-à-vis de la cible senior? Alors là, effectivement, il y a aussi tout un travail à faire parce que il y a certains éléments sur lesquels les seniors sont plus sensibles que le reste de la population. Déjà, les seniors, quoi qu'on en dise, et même si, on le disait tout à l'heure, les seniors vont être de plus en plus globalisés à l'avenir, les seniors restent quand même très attachés au Made in France, restent très attachés notamment aux produits locaux et régionaux. Ici, vous avez effectivement deux éléments, deux chiffres particulièrement intéressants. 54% par exemple des plus de 65 ans nous disent
qu'ils sont attentifs à l'origine des produits qu'ils consomment. 51% préfèrent des produits de leur région. Donc on sent l'attachement local, au-delà même du national, le régional, le local, en termes d'alimentation. Et ça se voit sur plein d'exemples. Alors malheureusement, vous ne les voyez pas ici, mais sur plein d'exemples de marques on peut les citer, régionales, on peut les citer. Alors on a pris l'exemple du beurre Legal, par exemple, du maroilles Fauquet, de la bière Petra, du pâté Enaf, d'Alsace-Lait, par exemple, dans l'est de la France. Toutes ces marques qui sont des marques avec un fort ancrage régional présentent toutes une surreprésentation des seniors dans leurs achats réalisés en grande surface. Donc ça montre bien effectivement l'attachement toujours des seniors à ces marques avec un ancrage local. Quid des certifications, signes de qualité? Oui, alors c'est très important effectivement aussi, notamment particulièrement le bio. Aujourd'hui, les premiers acheteurs de bio en France, ce sont précisément les seniors, les plus de 65 ans. On a aujourd'hui 13% de ce qu'on appelle 13% des plus de 65 ans qui sont ce qu'on appelle des bio locaux. Donc c'est-à-dire ceux qui vont particulièrement, comme leur nom l'indique, être attachés aux critères du bio, aux critères du local, comme on le voyait auparavant. Et si on regarde la répartition des achats de bio en grande surface en fonction de la tranche d'âge, on a aujourd'hui pas moins de 30%, plus de 30%, 31% des achats de bio qui sont réalisés aujourd'hui par des acheteurs de plus de 65 ans. Ce sont les plus gros acheteurs de bio en grande surface et puis même en magasins spécialisés d'ailleurs. On le disait, le repas est très structuré, plutôt structuré, plus structuré que pour le reste de la population, chez les seniors, et s'articule autour effectivement du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Et au sein même, par exemple, du déjeuner, on voit que finalement les étapes du repas sont plutôt respectées. Finalement, un schéma plutôt complexe par rapport notamment aux des moins de 35 ans, dans lequel on retrouve toujours le moment de l'entrée, par exemple, ou le moment du morceau de fromage entre le plat principal et le dessert. Donc on voit effectivement que l'alimentation des seniors est toujours complète en termes de structure. Mais pour autant, il y a un élément qui est assez intéressant à noter, c'est qu'au moment, au cours d'une vie où on passe effectivement d'un foyer de 2 personnes à un foyer d'une personne, l'âge avançant, il y a un changement de situation. C'est-à-dire que le goût pour la cuisine a tendance effectivement à drastiquement baisser à partir du moment où on passe en situation de monofoyer, de foyer d'une seule personne. C'est ce que vous voyez notamment ici. On a par exemple aujourd'hui 31% des monofoyers de plus de 65 ans qui passent moins d'1 heure par semaine en cuisine, donc c'est-à-dire à peu près 9 minutes par jour, c'est quasiment rien. On est qu'à 17% sur les couples de plus de 65 ans. Donc vous voyez bien effectivement ce basculement à partir du moment où la personne reste seule à domicile, le goût pour la cuisine a tendance à décliner. Donc effectivement, là aussi, on peut penser à des solutions pour ces monofoyers de plus de 65 ans en termes de facilité de consommation, de facilité de préparation, parce que ça peut faire écho chez ces foyers, notamment ceux qui sont seuls effectivement à domicile. David, le mot de la fin, il est temps de conclure. Alors les seniors, cible d'avenir? Oui, bien sûr, cible d'avenir, nous on en est convaincus. C'est vrai que à force de discuter avec les différents industriels de l'agroalimentaire, on a eu beaucoup de cas où on nous a dit non, nous on cible pas les seniors parce que c'est pas une cible d'avenir, c'est pas une cible long terme. La cible long terme, c'est les jeunes. C'est faux en fait, parce que aujourd'hui à 65 ans, un senior, il peut rester votre acheteur pendant facile 15 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie fait que on vit plus longtemps. Et comme on l'a vu, les seniors sont relativement fidèles aux marques, voire même très fidèles aux marques. Donc s'adjoindre effectivement la fidélité des seniors, c'est sécuriser aussi ces volumes à long terme lorsqu'on est une marque. D'autant plus qu'il faut garder aussi en tête que c'est une cible qui dépense plus en termes d'alimentation, notamment en grande surface. Et donc elle peut être tout à fait intéressante aussi, non seulement pour sécuriser les volumes, mais pour sécuriser aussi du chiffre d'affaires, puisqu'elle a la capacité de davantage dépenser que des jeunes, par exemple, en grande surface. Merci David, vous pouvez l'applaudir pour cette présentation très complète. Séance de questions-réponses, un micro circule dans la salle. Merci de faire un petit signe de la main pour permettre de poser votre question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui, devant, on vous amène le micro. Merci de vous présenter avant de prendre la parole. Bonjour, du coup, je suis Anne-Sophie Thomas, je travaille chez Nutri7 dans le service R&D.
Moi, j'avais une question sur l'alimentation flexitarienne et végétarienne. Qu'en est-il justement? Est-ce qu'il y a eu des études menées auprès des seniors? Est-ce qu'ils sont plutôt attirés par justement un peu ce côté nourriture végétarienne, etc., ou on reste plutôt sur des classiques viande, poisson, etc.? Alors, qui peut répondre? Marthe ou David? Allez, Marthe, on vous entend. Je peux donner juste une première brique de réponse assez superficielle, je pense, mais il y a eu des études menées. Et quelque chose que j'avais évoqué dans ma présentation, c'est le fait que c'était un aperçu, comment dire, un insight issu d'un groupe de travail mené par l'agence senior stratégique, qui a indiqué qu'il y a une volonté chez certains groupes de seniors de baisser leur consommation de viande, donc qui rentrait un peu dans ce schéma flexitarien, notamment avec justement ces nouvelles générations de seniors qui arrivent, qui sont assez sensibilisés à cette question. J'avais aussi vu, ça remonte un petit peu plus loin, c'est une étude de 2019 avec une étude, excuse-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Une publication scientifique qui a indiqué aussi, pareil, il y a une fenêtre de tir en fait pour fidéliser et changer les comportements alimentaires en fait de ces seniors. Des éléments, David? Merci. Oui, alors, je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, parce qu'on avait parlé effectivement de ces sujets de la végétalisation des assiettes. Aujourd'hui, les seniors, ce n'est pas encore effectivement la cible principale du flexitarianisme ou du véganisme encore plus. Plus on avance en âge et plus effectivement les alternatives, par exemple végétales, les substituts végétaux en termes de traiteurs, en termes même d'alternatives au lait, ont tendance à baisser dans les paniers. Il y en a où le poids baisse en fonction de l'âge. Donc les seniors restent encore aujourd'hui une cible à conquérir sur ce marché-là. Si on regarde la situation à l'instant T, effectivement, il y a encore des réticences d'une part importante de la population, mais je rejoins effectivement le constat, c'est-à-dire que si on regarde la situation dans les 10-15 prochaines années, le fait est qu'aujourd'hui, la pénétration notamment des substituts végétaux est beaucoup plus importante chez les 50-64 ans que chez les plus de 65 ans. Donc dans les 10 prochaines années, on aura inéluctablement aussi un développement de l'alternative végétale, même si chez ces plus de 65 ans, même si elle restera moins importante qu'auprès, par exemple, d'un public de moins de 50 ans et particulièrement d'un public de moins de 35 ans, beaucoup plus alerte sur le sujet notamment du bien-être animal ou de la consommation de viande de manière générale. Une intervention, j'en profite pour le rappeler, à retrouver sur la chaîne YouTube du Salon. Les conférences font l'objet de captations vidéo. D'autres questions dans la salle? Oui, madame, on vous amène le micro. Merci de vous présenter. Merci, bonjour. Mélodie Azin-Lopez, responsable R&D de Darégal. Vous avez parlé d'attente en termes de texture, d'attente en termes de qualité nutritionnelle. Est-ce qu'il y a aussi des attentes particulières concernant le goût? On sait que les récepteurs au goût changent avec l'âge. Est-ce qu'il faut aussi également adapter les goûts de ce qu'on propose aux seniors? Et quelles sont les pistes pour trouver des choses qui leur conviennent? Alors, typiquement, on explorera le sujet avec les interventions suivantes. Donc, si vous voulez bien, sauf si vous avez des éléments très précis, mais on y répondra. On va répondre à ce sujet avec les deux interventions qui viennent. Mais bon, sans faire trop de teasing, la réponse est plutôt oui. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Bonjour, je suis Magali Dulois, je suis chef de produit innovation chez Armor Protéines. J'avais une question justement sur les seniors de demain. Comme vous indiquiez tout à l'heure que finalement la population des seniors actuels sera un peu différente de celle de demain. Est-ce qu'il y a des études justement un peu plus spécifiques sur étudier les seniors qui ont 45-50 ans pour voir en fait finalement ce qu'il faudra proposer demain quand ils seront seniors à 65-70 ans? Puisque du coup, l'offre ne sera pas la même que celle qui est aujourd'hui. C'était la fin de l'intervention de David, cette anticipation. Oui, effectivement. Alors oui, je vous confirme que nous, on a étudié le sujet vraiment précisément au cours d'une conférence l'année dernière, effectivement, du côté de Nielsen IQ.
en fait, tout dépend de l'horizon qu'on prend. C'est-à-dire que plus l'horizon est lointain, et plus l'adaptation sera forte, évidemment, parce que si vous prenez l'ensemble de la pyramide des âges, entre ceux qui ont aujourd'hui 40 ans et ceux qui ont 65 ans, les modes de consommation sont véritablement radicalement différents. Il y a 3-4 axes qui sont vraiment différents. Le premier axe, c'est celui de la structure de l'alimentation, ou plutôt de la déstructuration de l'alimentation progressive. Il y a fort à parier, effectivement, que dans 40 ans, l'alimentation des seniors sera beaucoup plus déstructurée et tournera beaucoup moins autour du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner, avec particulièrement un risque sur le petit déjeuner, puisque aujourd'hui, c'est précisément, si on regarde les 35-40 ans, le moment de consommation qui est le plus sauté finalement au quotidien. Donc il y a une question véritablement de structure, et puis il y a une question aussi de cuisine, de préparation du repas. Parce que plus ça va et moins les Français cuisinent aujourd'hui, on a quand même aujourd'hui quasiment un quart de la population qui passe moins de 9 minutes par jour en cuisine. Donc c'est quand même énorme. Et plus vous descendez dans la pyramide des âges, et plus cette proportion augmente. Donc on se dirige quand même vers une population aussi qui globalement... même si on a davantage de temps quand on est à la retraite pour cuisiner, parce qu'on est plus actif, etc., on est à la retraite, effectivement, mais on tend quand même vers moins de temps passé en cuisine. Et puis après, il y a la question de la composition de l'assiette en elle-même. Et là aussi, il y a un vrai enjeu, parce que il y a notamment l'enjeu de la transmission du savoir-faire culinaire, qui est de plus en plus complexe, pour plein de raisons différentes, liées par exemple à la forme de la famille, au travail des parents, à l'éloignement, à l'importance qui n'est plus la même donnée au moment de l'alimentation et du repas partagé autour d'une table. Tout ça fait qu'effectivement, le savoir-faire culinaire, ou le savoir culinaire de manière générale, se transmet de manière de plus en plus complexe. Et du coup, effectivement, il y a toute une partie du savoir qui se perd chez une partie de la population. Et tout ça, en fait, peut amener au risque aussi, demain, d'avoir des assiettes peut-être moins équilibrées, malheureusement. Et je pense que c'est aussi un rôle de l'industrie d'avoir aussi ce rôle de garde-fou pour essayer au maximum d'atténuer ces risques et justement de veiller à maintenir l'alimentation des assiettes, malgré le fait que ce savoir-faire de lui-même ne se transmet plus aussi bien qu'auparavant. Pour finir, dernier point, je voudrais qu'on insiste sur, pour simplifier, la communication positive. Je me souviens d'une marque leader du jambon qui a ouvert le créneau du jambon sans sel, et à l'époque, les études conso montraient que le lien avec l'hypertension faisait que les consommateurs n'avaient pas envie d'être ciblés sur une pathologie. Aujourd'hui, ce créneau a trouvé sa place. Mais pour autant, quels enseignements, quel retour d'expérience vous pouvez partager autour justement de la stratégie de communication dès lors qu'on veut adresser différents sujets tels qu'on l'a identifié, par exemple la fonte musculaire? David? Alors, nous, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est un vrai basculement dans les propositions. C'est-à-dire que pendant les années 90, début des années 2000, on a vu fleurir beaucoup de propositions autour finalement de promesses assez restrictives. C'est-à-dire que on était beaucoup autour du 100 quelque chose, du 0%, 0% de ceci, 0% de cela. Aujourd'hui, on voit que ce qui marche le plus, et les catégories, les segments qui sont les plus porteurs en termes de croissance, ce sont aussi ceux qui ont changé de paradigme et qui, au lieu d'annoncer 0% de tel ingrédient nocif pour votre santé, vont dire riche en, par exemple. Il y a un exemple qui est très concret, je parlais un petit peu d'ultra frais tout à l'heure, mais regardez ce qu'il se passe du côté du fromage blanc sur l'ultra frais. Tous les fromages blancs 0% aujourd'hui sont en situation compliquée en termes de vente. Un recul de manière maintenant chronique depuis à peu près 10 ans. À l'inverse, vous avez un produit proche qui s'appelle le skyr. Et le skyr, en fait, pour une même unité de besoin, va avoir un claim et un positionnement complètement différent. Riche en protéines, faible en matières grasses, mais riche en protéines, riche en telles vitamines, etc. Et en fait, s'adresser pour donner, finalement, pour montrer ce que le produit va apporter à la santé, plutôt que d'exposer une restriction liée à un produit nocif, est beaucoup plus porteur, notamment auprès d'une cible chez qui la question de la santé est particulièrement importante, c'est-à-dire notamment les seniors, mais aussi à l'inverse, la question des enfants, donc vis-à-vis des parents acheteurs. Ce sont les deux cibles aujourd'hui chez qui la santé est importante.
Entendu. Ben, merci David, Marthe. On peut les applaudir à nouveau pour leurs précieux enseignements.